Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision Manica, chers téléspectateurs de la grande émission Le Monde Scientifique, bienvenue encore pour nous suivre pour la fin de cette année 2025. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux dans vos véhicules, dans vos maisons. Et voilà que nous avons le plaisir de passer encore une année de grâce avec cette émission Le Monde Scientifique qui reçoit des intellectuels. Nous avons le plaisir de vous présenter l'invité de marque de tous les jours que vous connaissez, un chevronné de l'enseignement. Il s'appelle Monsieur Victor Kanunda Mutombo, qui est d'ailleurs présent avec moi ici. Monsieur Victor, bonjour. Bonjour, monsieur le juge de travaux Alain Mouakou. Monsieur Victor Mutombo est un chevronné de l'enseignement. Il est directeur des études d'une institution de la place ici. Il a formé beaucoup de gens. Et c'est avec lui que nous allons discuter sur la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo et surtout dans la province du Lualaba. Il doit faire ses analyses pour faire la conclusion de l'émission que nous avons commencé à passer, qui n'avait pas encore terminé. Et voilà, il est avec moi ici. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'il revient plusieurs fois. C'est avec eux que nous allons commencer à animer les émissions parce que nous ne pouvons pas le faire seuls et vous allez comprendre qu'il ne cherche pas les mots. C'est un spécialiste en français de l'ISP. D'ailleurs, lui-même, il dispense encore beaucoup d'enseignements dans cette institution de marque. Monsieur Victor, votre présence dans cette émission pour la deuxième fois, quelles sont vos impressions? Merci, monsieur Alain Mouakou. En tout cas, mes impressions sont celle vraiment de grande satisfaction pour ce genre d'émission que vous organisez et où vous conviez l'élite intellectuelle de la place pour l'analyse de certains sujets brûlants de l'heure. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et je suis vraiment très honoré d'être invité sur ce plateau dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup. Nous avons commencé notre thématique qui parle de la qualité de l'enseignement. Et voilà que nous sommes en train de chuter avec cette même thématique qui est vraiment d'actualité parce que nous sommes en train de remarquer que dans notre pays, aussi dans notre province du Lualaba, il y a baisse de la qualité de l'enseignement. Et alors, quelles sont vos impressions qu'à cela? Quelles sont vos observations? Merci beaucoup, M. Alain Mouakou. Cela s'inscrit dans une certaine étude scientifique qu'on appelle la socio-économie de l'éducation. Socio-économie de l'enseignement, de l'éducation? Exact. Il y a un principe majeur qui dit l'éducation, c'est un capital d'investissement d'une nation. Ça, c'est un grand principe dans le monde scientifique de l'éducation. Tout à fait. Et alors, nous allons essayer d'analyser la baisse du niveau ou de la qualité de l'enseignement dans notre province en particulier et dans notre pays en général en explorant plusieurs facettes. La première facette, c'est la formation. Et la formation qui est donnée aux enseignants est fonction de ce qu'on investit dans cette formation comme finance ou comme fonds. Vous comprendrez que le problème de fonds, ou le problème de base, pour ne pas se répéter, c'est les moyens investis dans l'enseignement d'une manière générale. Et l'on pense souvent que ce qu'on investit dans l'enseignement se voit seulement en termes de salaire ou de la rémunération du personnel enseignant. Non. L'investissement dans l'enseignement suppose beaucoup d'aspects. Je parle de l'infrastructure, du laboratoire, le matériel pédagogique, ainsi de suite. Vous voyez que, et même certaines ressources affectées à la formation du personnel enseignant, en l'envoyant par exemple dans des stages, dans certaines contrées ou dans des pays étrangers pour les échanges, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie, vous comprenez? Donc, la cause principale, c'est la modicité des fonds injectés dans l'éducation dans notre pays. Cette modicité ou cette modestie de fonds fait que les gens ne sont pas bien formés, on n'a pas l'infrastructure requise, on n'a pas
des unités spécialisées d'apprentissage, des laboratoires, les fermes, pour les sections agro-pastorales, et ainsi de suite. Voilà une première analyse. Une deuxième analyse, c'est sûrement un problème de mentalité et de manque de politique. La mentalité. La mentalité qui s'étend jusque peut-être dans certains cercles des décideurs. Vous vous rappelez d'un certain adage qui dit que ou par lequel on disait à l'époque du président Mobutu que l'enseignement c'est la 5e roue. Imaginez. Or c'est le moteur de tout développement. L'on ne peut pas espérer un développement si on ne dispense pas une éducation de qualité. Donc il y a évidemment cette mentalité rétrograde de déconsidérer le métier de l'enseignement. Si, avec votre permission, sous d'autres cieux, je peux prendre l'exemple du système éducatif japonais. Qui sélectionne les élites, les doués de toutes les filières pour en faire des enseignants. Imaginez. Et on y investit les moyens conséquents parce qu'on sait que c'est de l'enseignement que naît tout développement. Voilà un peu à ce stade ce que je peux épingler comme cause profonde. Merci beaucoup. Vous parlez des infrastructures, vous avez parlé des laboratoires, vous avez parlé de la formation et aussi vous avez passer en revue la facilité. Vous voyez que ce sont des éléments qui font déjà, qui contribuent à la baisse de l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par la facilité? Parce que vous avez paraphrasé la facilité dans votre littérature quand vous étiez en train de citer les causes de la baisse de l'enseignement. La facilité est due à quoi? Peut-être ce dont en fait je voudrais rectifier, je parlais plutôt de la mentalité. Ah, la mentalité. Mais moi je voudrais vous dire que la mentalité revient de la facilité. Je suis en train de vous paraphraser pour dire qu'il y a un problème de la corruption à tous les niveaux. Ah, voilà. C'est-à-dire l'apprenant aujourd'hui n'aime pas échouer. On ne veut pas qu'on puisse lui restreindre, c'est-à-dire lui imposer un travail. Il y a aussi la facilité qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de punitions corporelles. Il y a aussi même des punitions sévères. Il n'y en a plus dans l'enseignement. Tout ça, c'est ce qui entre dans la facilité que je suis en train de paraphraser dans la mentalité qui était en train de citer, que vous étiez en train de citer tout à l'heure là-bas. Et comment nous devrions combattre. D'abord, je suis en train de marteler sur la facilité parce qu'aujourd'hui, même les devoirs, quand on donne un devoir ou un travail pratique à un étudiant ou un élève à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la qualité de l'enseignement qui fait le tout. Donc, l'enseignement primaire, donc maternel, primaire, secondaire et universitaire, c'était cet enseignement là-bas qui fait aujourd'hui la ligne de l'actualité, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire face au bourriques, qu'on pouvait dire à ces termes, s'il fallait placer les mots. Je crois que ce sont des bourriques que nous sommes en train de faire face. Les gens ne se démarquent pas, ils n'ont pas de qualité, ils ne savent pas faire un bon travail. Même écrire ici, s'il faut demander quelqu'un de vous faire 3-4 phrases, vous allez lui ramasser beaucoup de fautes. Suite à quoi? Suite à la facilité, cette personne qui cherche toujours réussir. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons des écoles qui sont en train de faire qui 100% aux examens certificatifs. Vous voyez? Alors tout ça, ça fait partie de la facilité. Maintenant, vous, en tant que spécialiste dans cette matière, qu'est-ce que vous préconisez faire pour lutter un peu à la facilité? Prenons d'abord la facilité, puis on peut revenir sur la formation laboratoire et les infrastructures que vous avez citées. Merci beaucoup, M. Alimoko. Vous venez de bien m'orienter et je cerne exactement ce dont vous parlez. Oui. Il s'agit, moi je le dirais, d'une autre manière, il s'agit de la complaisance. Cette complaisance qui s'allie à la facilité se situe à deux niveaux, comme vous l'avez dit. Oui. Il y a le niveau de la loi du moindre effort, à vouloir tout obtenir sans le mérite. Et là, on verse dans la corruption. Et ici, il faut souligner que même les parents courent derrière les éducateurs pour obtenir une réussite illicite des enfants. Oui, voyez. Donc c'est une mentalité qui s'est étendue même aux parents et même à certains éducateurs. Vous avez pleinement raison. Donc l'on veut
obtenir, ça s'appelle le mythe du diplôme. Le diplôme, coûte que coûte, même sans en avoir la formation, sans en avoir la capacité. Oui. Et la deuxième complaisance ou facilité dont vous avez parlé, et que je pourrais aussi présenter, il s'agit exactement de cette complaisance sur le plan de la discipline, de la rigueur. On relâche, on pense mieux faire, et on gâte les enfants. Gâter, vous savez, dans le sens vrai de ce terme, c'est pourrir. Donc nous pourrissons les enfants, nous les gâtons. Et c'est ça. Quand on ne met pas la rigueur, il n'y a pas d'éducation. Et d'ailleurs, il y a un principe qui dit qu'on apprend des erreurs. Vous comprenez? C'est là, on apprend des échecs et des erreurs. On apprend aussi de la douleur. La douleur, c'est ça que vous avez évoqué. Il faut qu'il y ait des punitions rigoureuses pour que l'enfant en tire des leçons. Et là, ça, c'est sur le plan de la pratique éducationnelle ou pédagogique où on trouve qu'il y a de la complaisance. Donc, il y a des parents qui n'acceptent pas qu'on punisse leurs enfants. Il y a des parents qui corrompent pour leurs enfants, et cela, comme vous avez dit, trouve son enracinement dans une certaine dépravation des mentalités à laquelle nous assistons et que nous vivons dans ce pays. Voilà ce que je peux dire. Et là, il faudrait évidemment que l'on revienne dans beaucoup de pays. On sanctionne sévèrement les cas de tricherie ou de fraude, notamment sur le plan scientifique. On va même jusqu'à annuler les diplômes des gens. Vous trichez à une soutenance de thèse, par exemple, ou à l'obtention d'un diplôme, on annule tout votre cursus, évidemment, parce que l'on voudra avoir des gens réellement bien formés. Est-ce que, prof, est-ce que ici au Congo, ça peut se faire? Parce que je vois que cet enseignant-là qui a formé l'enfant, qui a formé l'étudiant, qui a formé l'élève, et il se donne corps et âme pour se cacher dans un petit coin afin de favoriser l'enfant à réussir ou encore de travailler à sa place. Pensez-vous que nous sommes à un niveau vraiment très avancé de la tricherie? Est-ce qu'on saura encore revenir à la hauteur pour que nous puissions mettre fin à cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, un enfant ou un élève qui doit avoir plus ou moins 80 ou 70% d'un diplôme qu'il a triché ailleurs, qu'on l'a facilité d'avoir, et à cela on peut lui brandir le titre de lauréat. Il est lauréat, on peut même lui faciliter d'aller étudier à l'étranger. Voilà, est-ce qu'on peut encore réussir pour que... Et cet homme qui doit aller revenir, il ne sait pas faire un travail de qualité, et il peut se retrouver à un poste de commandement ou encore au ministère ou dans les services de l'État, dans des divisions en train de diriger les intelligents. Comment ça fait-il que nous pouvons... Comment est-ce qu'on peut arriver à enfreindre ce genre de caractéristiques ici chez nous? Évidemment, je pense que nous devons rester optimistes. C'est vrai, c'est un véritable drame, une véritable catastrophe vraiment dans le domaine de l'éducation, quand on voit le degré de fraude, de corruption, de tricherie. Ça, c'est une évidence et vraiment, ça fait mal au cœur. Je peux vous révéler certaines données issues de certaines enquêtes qu'il y a même des écoles, notamment dans le secteur privé, pour se faire un certain renom qui recourt à cette pratique, évidemment en produisant des faux lauréats. Moi, en fait, quelle est la finalité? Donc, je pense qu'on peut renverser la vapeur en changeant la mentalité, mais c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine, comme vous venez de dire. Ça demande la conscience, parce qu'au Congo, ça sera vraiment... Parce que vous voyez même la corruption ici, ou cette facilité, c'est une facilité qu'on appelle la facilité des processus. Tout à fait. Comme la facilité des processus, c'est une facilité à la chaîne. Tout à fait. Il y a toute une contribution de cette facilité. Et même jusqu'à la hiérarchie, vous allez voir que ces gens là-bas voient déjà ça. Ils connaissent ça, mais ils ne savent pas comment mettre fin à cela. C'est difficile, c'est incompréhensible. C'est inacceptable. Exactement, monsieur. Qu'une autorité ou encore un chef d'établissement ou un enseignant puisse faciliter son enfant qu'il veut former. Maintenant, comment vous allez l'examiner? Comment allez-vous donc faire quoi? Distinguer les intelligents et les moins intelligents? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Est-ce qu'on peut quand même arriver à avoir un peu, à s'emmagasiner de la conscience? Un parent qui travaille les devoirs de son enfant à la maison,
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et avec le monde numérique, c'est au téléphone, maintenant avec des applications, tout ça. Et là où nous sommes en train de partir, ça sera trop pire. Parce qu'il y a même des applications aujourd'hui qui permettent aux gens de faire même la thèse. D'écrire même la thèse, d'écrire même le travail, tout ça. Et même la correspondance ici, des gens en ont mal pour qu'ils puissent rédiger même une petite phrase là-bas. Et ils ont certaines applications qui sont aujourd'hui, qui sont inventées aujourd'hui et qui facilitent aux gens d'écrire des correspondances comme si c'est lui qui l'avait écrit. Vous voyez là où nous sommes en train de partir, ce sera trop pire. Est-ce qu'on peut arriver à réussir pour mettre fin à ce genre de facilités qui tergiversent encore la qualité de l'enseignement dans notre pays? Évidemment, M. Alémoko, je confirme et j'épouse entièrement les appréhensions et les analyses que vous faites par rapport au degré de la corruption, de la fraude et toutes ces antivaleurs. Nous en parlons souvent, même avec des responsables à haut niveau dans le cadre de l'enseignement, et cela est étiqueté comme des antivaleurs. Et alors, comment sortir de l'ornière, ou de ce trou, de cet abîme? Je pense parmi les pistes, il y a d'abord une législation rigoureuse en la matière, une législation répressive qui pourrait vraiment réprimer ce genre de comportement et avec vraiment... Donc là, en parlant de la législation, vous voulez initier, vous voulez parler de la réforme. Évidemment. La réforme de l'enseignement en RDC. Sur le point, par exemple, de l'évaluation. Nous devons évaluer autrement. L'évaluation, oui, mais aussi, en fait, cette législation rigoureuse qui est répressive doit concerner même les acteurs. Voilà, les acteurs, c'est-à-dire les apprenants, les enseignants et les différents responsables à tous les niveaux, ils doivent être visés par des sanctions très sévères en cas de fraude, comme ça se passe sous d'autres cieux. Une autre piste de sortie, moi je trouve que c'est la rémunération. La rémunération, où tout à fait, mettre l'enseignant dans des conditions de dignité humaine, et ça pousserait moins les gens à tricher, à se ridiculiser, à s'humilier, en voulant se faire corrompre. C'est un point culminant que vous venez de citer, la rémunération. Quand on manque la rémunération ou la rémunération est dérisoire, ça mène l'enseignant dans l'antivaleur, à la facilité. On le clochardise et puis voilà, il devient la risée de tout le monde. L'enseignant mal habillé par rapport à l'enfant qui est en classe, l'enseignant qui est tenté par un parent nanti, il ne va pas résister s'il n'a pas eu de bourse. Mais au-delà de tout, il y a aussi un problème de conscience, comme vous l'avez dit. On doit aussi procéder à une éducation bien ancrée pour arriver à faire voir la finalité de l'éducation. Ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, en fait, n'est qu'une médaille et qu'on remporte après une compétition éducative, si je peux ainsi le dire. Parce qu'en fait, si vous voyez dans notre société traditionnelle, je prends l'exemple chez le Tchoko, on parlait de Mukanda. C'est l'école. On y amenait voilà, l'initiation, mais c'était l'école dans notre format traditionnel. Et l'enfant, on ne l'amenait pas là-bas pour impressionner qui que ce soit, mais pour qu'il en sorte un homme. C'est ça que nous devons nous convaincre. L'enfant qu'on amène à l'école, ce n'est pas pour qu'il nous ramène des gros. Et puis les Mukanda là-bas, c'était une grande école où l'enfant devrait être initié normalement à la discipline. À la discipline, même à gagner sa vie. De ce camp d'initiation, on sortait, soit chasseur, pêcheur. En tout cas, on apprenait quelque chose pour survivre. Et puis on détectait même les talents des enfants. Exactement. On ne détectait pas seulement les talents, mais on initiait, on formait. Quand on sortait de ce camp d'initiation, on pouvait maintenant, peu de temps après, épouser. C'est-à-dire, on sait. Ça, c'est très profond. Vous comprenez? Je crois qu'on doit y revenir un jour pour parler de... C'est ça la valeur. Je suis en train de, pour ne pas vous prendre la parole, je suis en train d'écrire sur les Tchokwe, qui sont-ils, hein? Alors, avec tout ce que vous êtes en train de me dire ici, ça me rappelle que je puisse recourir à vous pour beaucoup d'informations afin d'enrichir beaucoup plus cet ouvrage ici, qui doit faire l'actualité des Tchokwe aussi, qui sont confondus comme s'ils sont venus des néants, mais pendant que c'est un grand peuple. Alors, je crois que nous allons y revenir pour que nous puissions vraiment approfondir vraiment
cette connaissance afin de donner quelque chose de consistant au peuple tchoko. Et d'ailleurs, ça sera écrit en français, tout le monde peut lire et puis il peut comprendre. Et les autres aussi, nous sommes en train de les encourager d'écrire sur leur culture. Ça doit nous donner quand même beaucoup de soubassement. C'est tout ce que nous tâtonnons même dans l'histoire là. On ne sait pas seulement écrire pour les autres blancs, nous étudions les histoires des blancs, pendant que nous-mêmes nous ne savons pas connaître notre... C'est de la matière, c'est de la science. On ne peut pas seulement nous accaparer d'aller étudier en France, d'étudier en Belgique ou parler des autres théories pendant que même dans nos théories culturelles, il y a des choses que nous devons développer. Évidemment. Nous devons développer ici, nous pouvons développer les Mukanda, comment ça s'est passé, tout ça. Et d'ailleurs, c'est une grande école. Aujourd'hui, il y a des gens moins forts parce que ils n'ont pas été quand même initiés, ils n'ont pas été formés normalement aux petits âges là. Et voilà que aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans la famille, il n'est pas fort sexuellement parfois et il est vraiment minimisé par la femme parce qu'il n'a pas été formé normalement comment il doit vivre avec la femme. Bon, on ferme la parenthèse pour entrer dans notre question d'actualité. Nous parlons de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et avec l'assistant Victor Kanunda Mutombo qui est avec moi ici, un expert en pédagogie appliquée, chevronné de l'enseignement, il a beaucoup d'estime. D'ailleurs, je salue le professeur Ignace Ngoyi Mukanya qui vous a toujours apprécié. Évidemment, il dit, mais c'est un combattant d'élite. À travers cette émission, je crois qu'il est en train de nous suivre. Nous les saluons aussi en passant. Il m'a promis qu'il puisse aussi passer une émission avec vous ici. On est à 3 et ça sera de plaisir. Merci beaucoup, professeur Ignace. Là où vous êtes, sentez-vous salué. Alors, vous venez de parler de la qualité de l'enseignement. Nous parlons de la facilité. Les gens aujourd'hui aiment la facilité, aiment réussir, même s'il est moins intelligent, parce qu'ils ont de l'argent. C'est un enfant d'une autorité, l'enfant d'un chef quelque part. Et ce sont des gens qui ont des moyens. Alors, on a besoin de la facilité. Quand une autorité vous appelle, vous êtes enseignant à gauche, à droite, vous avez peur de dire que l'enfant est moins intelligent, l'enfant a échoué. Non, comme ça, vous devez voir comment faire. Nous allons voir par la mesure des possibles. Quelle mesure est possible? Si l'enfant a échoué, il doit reprendre. L'échec est normal dans la vie. C'est comme ça qu'on doit devenir intelligent. On ne peut pas quand même chaque fois réussir. Maintenant que vous voulez réussir et que vous n'êtes pas intelligent, vous savez la suite que vous allez présenter dans la société, ça sera du chaos. Alors c'est comme ça que vous voyez, nous sommes sur ce plateau avec un expert en la matière, monsieur Victor, que j'aime beaucoup. C'est un responsable digne de son nom parce qu'il est en train de nous montrer les fruits de son travail. Et même quand il se présente devant vous, vous sentez la façon dont il s'exprime. Il n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite les petits mots ou l'accent ou encore l'accord d'un verbe ou de l'adjectif. Donc il a toute matière et il a suivi une bonne formation. En ça, nous les saluons pour votre formation. Merci beaucoup. Monsieur Victor, alors vous parlez de la formation. Exact. Mais nous voyons ici, il y a les ISP, d'abord même à l'école. Ici, nous avons des formations partout ça, nous faisons la pédagogie. Aujourd'hui, ce sont des enfants moins intelligents. Nous voyons des enfants moins intelligents qui sont en train de faire la pédagogie. Ils sont en train de fuir des options là où il y a des calculs, tout ça. Ils disent que bon, c'est en pédagogie où il y a un peu la légèreté, où il y a la matière qui est un peu facile à apprendre et à réussir. Quels sont vos points de vue là-dessus? Ce que vous épinglez là, c'est une réalité vivante dans notre société. Évidemment, depuis un certain temps, nous qui sommes dans le domaine de l'enseignement, oui. Et il est vraiment évident que l'on pense que la filière de pédagogie générale, parce qu'il existe aussi pédagogie éducation physique, oui. Et pédagogie normale, oui. Hein, donc toute cette filière... Et puis aussi pédagogie maternelle. Maternelle actuellement, ça c'est une innovation qui vient d'arriver. Oui, avant on n'en avait pas. Exact. L'on pense qu'il faut déverser les élèves moins doués dans cette filière. Or, par contre, cette filière devrait régorger les génies. Oui. Et les gens avec de capacités intellectuelles vraiment avérées qui devraient plus tard former les autres. Et vous comprenez que c'est encore une histoire ou un problème lié à la mentalité ou à la vision que nous avons dans ce pays. Oui, oui. Dans ce sens, l'on pense que le métier d'enseignant, c'est le plus vilain des métiers. C'est ainsi que
cette filière-là est désertée et l'enfant voit mieux vivre un ingénieur, voit mieux vivre un médecin, il se dit, je dois aller vers les filières qui vont m'aider à accéder à ce statut social-là. Imaginez. Alors, c'est-à-dire quoi? Tout en oubliant qu'il a d'abord commencé à être formé par un enseignant. Et en amont d'ailleurs, c'est le traitement social et politique réservé à l'enseignant qui fait que l'enseignant est clochardisé et réduit à sa plus simple expression au point que ce n'est plus un métier prestigieux et l'enfant, et tout le monde méprise l'enseignement, on veut s'orienter ailleurs. C'est ça. Et évidemment, il faudrait des nouvelles politiques parce que le tout part de la conception des politiques nationales dans les différents secteurs, notamment dans notre secteur de l'éducation. On doit repenser la politique nationale de l'éducation. Il y a déjà eu des états généraux sur l'enseignement, il y a eu des réformes, mais je pense que à ce stade, c'est inadapté parce qu'on juge les rendements ou l'efficacité d'un système éducatif aux résultats sur terrain. Avec notre système éducatif, qu'est-ce que ça nous a apporté comme développement social, économique? Rien. Donc là, c'est une preuve que notre système éducatif a échoué. On ne peut pas s'en vanter. Ça devrait donner les fruits sur le plan social, économique, politique, ainsi de suite. L'on vivrait vraiment des avancées notables que l'on ne voit pas. Et si vous prenez par exemple l'éducation japonaise, évidemment là-bas, nous viennent des Suzuki, nous viennent des Yamaha, vous voyez, et le niveau de vie du Japon est ce qu'il est. C'est que là, c'est une réussite. Si vous prenez non loin de nous, de pays comme la Zambie, pourquoi pas? Vous savez qu'il y a des techniciens zambiens qui travaillent dans nos sociétés minières de la place, qui n'ont pas fait l'université, mais dans le rendement, je m'excuse, vous pouvez le vérifier, nous sommes des éducateurs, nous pouvons mener un travail scientifique, de vérifier qu'il y a des techniciens zambiens, par exemple, spécialistes en plomberie, plastique. Même en agronomie, nous sommes en train de voir que la Zambie a beaucoup avancé par rapport à notre marché. Et donc, nous, là, on ne peut pas se targuer ou se frapper la poitrine de dire que voilà, nous étudions, l'éducation doit se voir sur terrain et doit donner ses fruits sur terrain en changeant la vie du pays. Or, à ce stade, donc, il y a un problème sérieux dans le système éducatif. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de sentir que nous sommes toujours en train de suivre l'actualité de l'éducation. Nous sommes en train de suivre les fils conducteurs de l'émission et nous parlons de la formation en ce moment dans le cadre de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement qui est en train de tergiverser, qui est en train de perdre sa valeur en République démocratique du Congo. On a des enseignants qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de qualité, qui ne savent pas former. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas bien formés. Et nous avons aussi un problème de la facilité qui est en train de contribuer aussi à la baisse de cette formation de l'enfant. L'enseignant d'aujourd'hui aime la facilité, il facilite la réussite de l'enfant, il est corrompu à tout niveau et ça c'est un défi à relever qui encore nous pousse à demander des réformes. Je crois que c'est un travail de longue haleine et aussi nous sommes dans la formation de ces enseignants, la formation des éducateurs qui cherchent à venir. Donc les gens qui sont moins intelligents cherchent à faire l'option pédagogique qui est une option qui est vraiment très importante dans la formation de l'apprenant et ça c'est un travail de longue haleine. C'est comme ça qu'à un certain moment nous voudrons voir tant soit peu cette orientation, parce qu'il y a une orientation, l'orientation des apprenants actuellement qui est appelée 8e année, il y a même l'examen qui se passe là-dessus, qu'on puisse nous envoyer des enfants quand même intelligents dans l'option de la pédagogie. On ne peut pas quand même orienter les gens moins intelligents qui se retrouvent en pédagogie et ces gens-là ne savent pas maintenant se retrouver sur le terrain, c'est inacceptable. C'est aussi un grand problème. C'est pas si dans cette histoire aussi, parce que ce sont des psychologues qui s'en chargent pour orienter, est-ce qu'il y a aussi de la facilité, parce que nous ne sommes pas les études pour savoir, il y a aussi de la facilité ou comment, parce que beaucoup d'élèves qui font la pédagogie, ils sont vraiment, on les détecte des moins intelligents. On les détecte des moins intelligents, ils ne sont pas vraiment à la hauteur, même devant les autres élèves en stage, les enseignants de l'école primaire, c'est plein d'avantages que ces enfants ne savent pas quand même. Même préparer les cours ici, c'est inacceptable.
Alors, nous sommes en train de partir et d'avancer avec notre... Permettez que je place un petit mot en rapport avec ce que vous dites. Oui. La filière, les élèves qui sont orientés en pédagogie, ce n'est pas du tout un problème d'orientation. Parce que l'orientation, des fois, on peut l'influencer. Parce qu'il y a 3 choix. Oui. Et dans ce choix, les parents interviennent, vous voyez. Effectivement. Donc souvent, et l'on pense, le mal qui a la racine, c'est de penser que en péda, c'est la facilité. C'est cette complaisance, cette facilité dont nous avons parlé, qui fait que cet enfant qui va en péda, il minimise l'action de la formation pédagogique et il y va à la légère ou avec légèreté. Et ce qu'il vise, c'est souvent un diplôme. Un diplôme qui lui permet. Vous verrez que quelqu'un qui termine en pédagogie, il va au niveau supérieur, il s'oriente en médecine. Imaginez. Il s'oriente en économie. Et il aura fait un passage éclair, mais c'est aux enseignants de cette filière de renforcer les conditionnalités de réussite et que ceux qui viennent là-bas se butent à un mur pour dire que l'on ne vient pas en promenade ici et à la fin, tout le monde va respecter cette filière. Mais quand on va en péda et qu'on trouve la facilité dont nous parlons, et l'enfant, c'est juste un passage qui lui permet d'avoir un diplôme pour aller faire autre chose et on lui facilite, même malhonnêtement, hors cadre, de passer. Et évidemment, cette filière-là sera toujours bourrée de bourriques, si je peux ainsi le dire. Oui, en tout cas, je suis en train de paraphraser le point que vous venez de parler sur l'orientation. Vous voyez qu'il y a aussi un problème de la collaboration. C'est-à-dire, on ne sait pas collaborer. Même du côté humanité, même maternelle, on ne sait pas collaborer. Du côté, vous allez voir qu'il y a beaucoup dans les antivaleurs ou dans la facilité, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a un élève peut-être à l'école, il doit échouer. Surtout qu'ici, chez nous, dans la ville, nous avons beaucoup d'écoles qui cherchent encore des élèves, surtout des écoles privées aussi qui cherchent des élèves. C'est-à-dire l'enfant peut échouer dans telle école, on peut les faciliter de réussir dans une autre école. C'est tout un problème. Il y a un problème de collaboration. À l'époque, nous, quand j'ai étudié, par exemple, à Majinga, je me suis retrouvé que il n'y avait pas une autre école à part l'Institut Machinde où je devrais étudier. Donc, et aussi, le palmarès était publié. Donc, une fois que je devrais quitter mon école, je dois partir avec... comment il y a un document qu'on donnait à l'époque, les documents des transferts qu'on donnait, mais il y a un autre... Une attestation de transfert. Attestation de transfert, effectivement. Donc je devrais partir avec cette attestation dans une autre école. Et cette attestation était, n'est-ce pas, était donnée par le chef d'établissement qui devrait signer et je dois partir là-bas. Mais quand il faut que j'arrive là-bas, je dois encore passer au test pour voir réellement si j'ai la compétence ou la matière qui m'a permis de réussir. Au contraire, on doit me retourner dans la classe là où j'étais. Donc c'était tout un problème, un processus. Mais aujourd'hui, on n'a pas la collaboration surtout. Et ça, c'est aussi un grand problème. Vous voyez, comme nous avons l'orientation aux humanités, donc cette orientation devrait se retrouver encore à l'université pour voir tel étudiant ou tel élève qui vient dans telle option, quelle est l'option qui doit suivre à l'université. Vous voyez, par exemple, la pédagogie. C'est tout un processus qui devrait quand même se faire, mais voilà que malheureusement, chez nous, les institutions ne savent pas collaborer. C'est un grand problème. Oui, monsieur. Je crois que c'est un grand problème. Vous abordez une question cruciale, franchement. En amont, vous voyez ce que vous dites là. Jusqu'à ce jour, il y a, à la fin de chaque année, chaque école, sous l'œil de l'inspection et de son gestionnaire, a l'obligation de dispatcher, c'est un terme que j'emprunte, de partager les palmarès scolaires qui reprennent les résultats des élèves. Et un lot important est déposé même dans les instances ou dans les bureaux de la hiérarchie scolaire. Pourquoi pas avoir même un site où on doit publier ça? Par exemple. On peut publier officiellement. C'est là pour que chaque établissement ne puisse fournir des efforts pour justement vérifier les résultats de tel ou tel autre. Ce que vous dites, d'ailleurs, ça correspond avec l'évolution de la technologie. C'est facile maintenant d'avoir un site où on peut mettre tous les palmarès des écoles. À cela, il y a même un service qu'on appelle CERNI. Qui est censé réguler et suivre de près ce qu'on appelle, pour combattre ce qu'on appelle le vagabondage scolaire. Tout à fait. Un élève qui a échoué telle part, qui achète un bulletin ou qui se procure un faux bulletin et qui va dans la classe supérieure dans une autre école, ça passe inaperçu. À cela, nous allons ajouter cette mentalité, cette antivaleur qui bat son plein et qui consiste en ceci.
Les écoles privées, je m'excuse, je ne m'attaque pas. Les écoles privées, je ne m'attaque pas à elles. Nous sommes dans la science, on va en parler. Dans la plupart des cas, ce sont des écoles privées où l'on pense qu'il faut avoir un effectif élevé pour rentabiliser, ou pour avoir plus de recettes. Et ces écoles procèdent le moins possible ou sont complaisantes dans le contrôle des dossiers de leurs candidats. Or, un chef d'établissement, avant d'admettre un élève dans son école, il doit s'assurer de l'authenticité de ses pièces scolaires et il doit s'assurer de la régularité du parcours de l'élève en question. Mais dans le cas d'espèce, tout le monde court vers l'argent et même les instances habilitées à procéder à ces contrôles ne le font sûrement pas assez. On peut débarquer quelque part, on se fait glisser une enveloppe d'argent et puis encore ce cercle vicieux des antivaleurs et de la corruption qui met tout à terre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire là-dessus. Ça, c'est très dangereux. En tout cas, nous sommes en train de souffrir davantage dans la lutte contre les antivaleurs dans les milieux scolaires, les milieux académiques. Nous sommes en train de souffrir sur la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, si je peux vous ajouter avec votre permission. Oui, allez-y. Au niveau de l'université, je me rappelle à l'époque du recteur, le professeur Kakoma Sakatolo Zambez, alors recteur de l'université de Lubumbashi, il avait institué ce système d'orientation à l'université. Ok, l'orientation. D'ailleurs, et une sorte de première année préparatoire. Mais ça a été combattu, comme nous voulons toujours la facilité. Or, c'était une mesure, à mon sens, salvatrice, parce que ça devait un peu filtrer et remettre chacun à sa place. Mais ça a été cassé peu de temps après. D'ailleurs, il n'a pas tardé à être éjecté en lui inventant des motifs politiques et il est parti de l'université de Lubumbashi à l'époque. Ça, c'est une mauvaise information. Vous voyez que nous avons besoin de l'orientation, parce que l'orientation peut faciliter à détecter les talents de l'apprenant. Comme vous venez de dire que c'est parmi des mesures qui pourraient nous permettre, tant soit peu, à trouver des solutions. Mais vous avez épinglé aussi un élément très important dans les observations sur la qualité de l'enseignement et aussi la formation. Il y a aussi les problèmes d'effectifs. Effectifs dans les écoles privées, aussi certaines écoles publiques, en tout cas, il y a d'effectifs pléthores qui ne permettent pas qu'il y ait une bonne formation. Exactement. Vous imaginez une école qui peut compter plus ou moins 150 élèves. Est-ce que ça, donc une classe qui doit compter 150 élèves, vous pensez que l'enseignant peut être en mesure de pouvoir contrôler les apprenants ou les élèves de cette classe là-bas? Ça, c'est inacceptable. D'ailleurs, avec nous qui avons fait la pédagogie appliquée, nous avons des effectifs déterminés. Exact. L'effectif normal, c'est 35 élèves par classe. 35 minimum, 45. 45 maximum. Évidemment. Mais aujourd'hui, on ne veut pas faire allusion à cela. Non. Or, ça, c'était un travail des inspecteurs qui doivent vérifier, tant soit peu, la faisabilité des effectifs dans des classes. Évidemment. Une classe qui dépasse 45 élèves, c'est une mauvaise classe d'information. L'enseignant ne saura pas contrôler les notes de ses enfants, contrôler les notes de ses élèves. Exactement. Et tout cela, lorsque nous tombons sur la qualité de l'enseignement, la baisse du niveau, est-ce que nous allons dire que non, ça c'est venu en blé? Nous sommes là en train de contribuer. C'est ça. Nous sommes les acteurs contributeurs de ces baisses d'enseignement dans notre pays. Exactement. Parce que nous voyons tout cela et nous fermons l'œil. Oui, peut-être un bémol. C'est vrai, en tout cas, loin de... je mets un bémol. N'allons pas jeter la pierre sur le corps des inspecteurs qui, du reste, fait un travail de qualité. Mais c'est l'environnement. L'environnement qui fait que... Non, ça c'est un processus. Quand nous parlons de l'inspecteur, c'est un enseignant. Justement. Donc ça commence de l'enseignant au chef d'établissement, aux inspecteurs, même à la hiérarchie, parce que la hiérarchie connaît ça. Quand il y a par exemple, il y a des blabla dans la publication des examens d'État qu'ils ne voient pas. Exact. Je voudrais justement circonscrire un certain environnement. C'est par contre plus les écoles publiques qui dépassent les effectifs. Pour la bonne et simple raison qu'il y a afflux. Imaginez-vous, comme vous avez dit, ça fait combien d'années
que l'État congolais n'a pas construit des écoles publiques de la taille du Collège Jean 23, des Mwanga, de l'Athénée, l'ex-Athénée royal de Kolwezi. Je crois qu'à Kolwezi, nous n'avons que 2. Voilà. Je crois Athénée. Ça, on a réhabilité, on n'a pas construit. Oui, mais quand même, c'est présentable. Nous pouvons compter ça comme une bonne école. Oui, non, je veux Athénée, parler. Et puis, je vois là-bas Itima. Mais nous n'avons que 2 écoles. Le problème, c'est celui-ci, M. Alémon. C'est inacceptable. Il y a boom démographique. La population d'antan n'est plus la même aujourd'hui. Donc, il y a augmentation en termes simples de la population. Et il devait y avoir de nouvelles écoles publiques. Mais à la place, qui a récupéré la situation? Les privés, qui s'y prennent vaille que vaille. Il suffit d'avoir l'argent. Et ils ne sont pas contrôlés, ces gens là-bas. Presque pas. Ils ne sont pas contrôlés, presque ça je vous dis, sur le plan recrutement, ils ne sont pas contrôlés, sur le plan formation, et sur le plan antivalaire. Presque pas. D'ailleurs, c'est l'un des secteurs. Même quand il y a des instructions, ils ne respectent pas. C'est l'un des secteurs où il y a un peu plus de désordre. C'est le secteur privé. Je pense que l'État devrait ouvrir l'œil, sinon on va nous pendre des monstres comme futur cas de ce pays. Imaginez. Parce que l'éducation, si elle rate, c'est une catastrophe. On dit que si vous voulez anéantir un peuple, c'est pas avec des bombes, mais en biaisant son éducation. Son éducation, effectivement. Monsieur l'assistant chevronné en l'enseignement de la formation, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je voudrais que nous puissions passer à la revue de ce qu'on a vu et quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour que nous puissions tant soit peu lutter contre la sous-qualification de la formation que nous appelons la baisse du niveau d'enseignement en République démocratique du Congo, surtout ici chez nous là-bas. Et je vois que dans votre école, il y a des bons fruits qui sortent là-bas. Vous avez vraiment des rigueurs parce que je sens que vous-même, vous n'aimez pas la facilité. Vous êtes en train de lutter contre la facilité, ça, je vous êtes des fleurs. J'ai visité tant soit peu quand même 2 ou 3 jours, 3 fois dans votre école. Je trouve qu'il y a un peu de l'ordre. Je sais qu'avec ça, vous pouvez aussi nous dire la politique que vous utilisez pour s'améliorer davantage. Quelles sont les pistes de solutions que vous allez disposer ici ou proposer pour que nous puissions lutter contre la baisse du niveau de la formation? Voilà, merci beaucoup, M. Alémonkou. La première piste, je l'avais évoquée, c'est que l'État congolais investisse les moyens conséquents dans le secteur de l'enseignement. Et ces moyens financiers, essentiellement, ne doivent pas être perçus seulement en termes de rémunération, primes, etc. Il y a la formation continue des enseignants, il y a les laboratoires ou unités spécialisées, le matériel pédagogique, et même que l'on crée de nouvelles écoles. Ça doit exister. Et aussi qu'il y ait une réforme en créant des filières qui répondent à nos besoins. Je donne un exemple. On n'a pas besoin d'avoir autant de sections pédagogiques, scientifiques, et que l'on crée des écoles de métiers. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Malheureusement, dans ce pays, on pense que tout le monde doit aller à l'université. Que l'on forme des techniciens, agents principaux ou artisans principaux du développement à la base. Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste, il y a un principe qui dit l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Donc, l'on doit revenir à cette rigueur dans l'éducation. Qui échoue, échoue. Et cela, c'est un problème de mentalité. Nous devons retravailler notre mentalité. Vous revenez aussi sur ça chaque fois. Et qu'est-ce qui va aider à changer les mentalités ou la mentalité? C'est d'élaborer des bonnes politiques d'éducation. Des politiques rigoureuses qui mettent tout le monde devant ses responsabilités. C'est très important. Autre piste, évidemment, c'est le contrôle. On dit la confiance des que le corps des inspecteurs fasse son travail. Il y a des écoles qui devraient être fermées. Il y a des écoles qui devraient être suspendues. Il y a donc en fait que l'État aussi mette beaucoup de moyens à la disposition du corps national des inspecteurs, où il y a des bons experts, je vous assure, et qui vont assurer la formation continue et le contrôle systématique d'un système éducatif qui est à assainir. Et je pense qu'on pourrait en arriver à de bons résultats. Quant à mon école, ou l'école où j'œuvre, c'est une école avec des valeurs catholiques, dont les promotrices et des religieuses, ou avec les collaborateurs laïcs, nous essayons de mettre
la rigueur. Et chez nous, par exemple, les conditions de passage, c'est strict. Imaginez. La discipline ne peut souffrir d'aucune faille. Oui. Un élève fautif, si c'est établi, le conseil de discipline Oui, s'est on peut même réuni, les renvoyer définitivement. Oui, oui. Ainsi de suite. Donc c'est un peu de rigueur et si on voit même renvoyer un élève, c'était un problème. Voilà. Vous Ça, aurez c'est inacceptable. des pressions. Des pressions par-ci, voilà. par-là, on vous appelle même par et même tel le ou tel corps autre. enseignant est très bien suivi. Donc nous procédons à un contrôle rigoureux du corps enseignant, Oui, oui. leur préparation, leur ponctualité, ainsi de suite. Je pense que c'est des éléments qui peuvent aider, si on peut les étendre sur l'échiquier national, ça pourrait aider à avoir une éducation de qualité. En tout cas, merci beaucoup, chers invités d'aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de vos interventions sur ces beaux plateaux de la Manica. Nous remercions l'équipe qui nous a accompagnés. Voilà que nous sommes à la fin de cette émission. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission. Continuez à être toujours fidèles. Nous invitons aussi les gens qui veulent participer à cette émission de nous contacter au 099 377 2220. 099 377 2220. Vous êtes scientifique. Cette émission, c'est pour tout le monde. Nous ne sommes pas égoïstes pour dire non. C'est seulement eux qui sont en train de passer cette émission. Vous avez la contribution à faire dans cette émission. Nous sommes vraiment ouverts. Nous avons la porte très ouverte pour que vous puissiez venir et déposer votre doléance et nous allons l'examiner afin de vous aligner de passer dans cette émission. Nous remercions Monsieur Victor, Monsieur l'assistant Victor, pour toujours la fidélité à cette émission. Il est vraiment disponible à tout le temps quand nous avons besoin de lui. Il vient. En tout cas, avec tout ce que vous faites là, continuez à le faire pour aider la population de la République démocratique et notre province du Lualaba. Nous disons merci pour tout ce que vous avez fait. Votre ouvrage, deuxième volume, est là, qui a été publié par nous. Nous vous invitons de venir vous en procurer pour que vous puissiez nous lire davantage. Bonne année à tout le monde. Bonne année à nos chers, aux aimables téléspectateurs et auditeurs de cette émission Le Monde Scientifique. Nous saluons les chefs de travaux, les professeurs qui soutiennent, le professeur Biamungu, le professeur Elenga, le professeur Ignace, le professeur Irène. Sentez-vous saluer tous les assistants de toutes les universités ici dans notre province du Lualaba, l'université de Sepromad, l'université de Kolwezi, l'ISP Kolwezi, l'ISTEM, l'ISTA, l'ILICO, l'IIC. Sentez-vous saluer. L'ISTEL Kolwezi, vous êtes ensemble avec nous, nous ne vous oublierons jamais, nous continuons à vous servir et à servir les apprenants que vous avez disposé à notre disposition. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux dans cette émission. Au revoir, à la prochaine occasion. Bye bye.